Après que la Slovaquie et la Hongrie ont bloqué un nouveau paquet de sanctions pour protester contre un plan de la Commission européenne visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles russes d'ici 2028. Par un matin froid de janvier 2025, alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait depuis son bureau doré de Bruxelles le 10e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, deux hommes, à des milliers de kilomètres de là, s'apprêtaient à briser le récit soigneusement construit par Bruxelles. À Budapest, Viktor Orbán rédigeait une nouvelle menace de veto. À Bratislava, Robert Fico calculait combien son pays perdrait si les bureaucrates bruxellois obtenaient gain de cause. Aucun des deux ne savait que leur résistance coordonnée allait révéler une vérité fondamentale que les élites européennes tentaient de dissimuler depuis 3 ans. Les sanctions ne se contentaient pas d'échouer à arrêter la Russie. Elles détruisaient l'unité européenne de l'intérieur. Ce qui suivit prouva que, parfois, les plus grandes menaces pour un empire ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais des contradictions enfouies au cœur même de ses fondations. Voici l'histoire de la manière dont deux petits pays en périphérie de l'Europe ont découvert qu'ils détenaient le pouvoir de mettre à genoux tout le projet européen, et pourquoi tout ce que l'on vous a raconté sur la solidarité européenne pourrait n'être qu'une illusion élaborée pour masquer un continent en crise. Les chiffres racontent une histoire que Bruxelles souhaite désespérément cacher. Tandis que les dirigeants d'Europe occidentale se félicitent de la réduction des importations d'énergie russe, l'Europe de l'Est vit une réalité bien différente. La Hongrie dépend encore de la Russie pour 90% de ses besoins en pétrole, acheminé via l'oléoduc soviétique Druzhba, qui traverse l'Ukraine comme un cordon ombilical reliant Moscou au cœur de l'Europe. La Slovaquie est encore plus vulnérable. 87% de son pétrole provient de la même source, alimentant des raffineries qui ne soutiennent pas seulement l'industrie slovaque, mais fournissent des produits pétroliers à toute l'Europe centrale. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques bureaucratiques. Ils représentent le sang vital d'économies entières, les systèmes de chauffage de millions de foyers et les matières premières d'industrie employant des centaines de milliers de travailleurs. Pourtant, lorsque Denisa Saková, ministre slovaque de l'économie, avertit que plus de 70% des industries chimiques et sidérurgiques du pays seraient immédiatement à l'arrêt sans pétrole russe, Bruxelles répondit par des haussements d'épaules bureaucratiques et des promesses vagues de sources alternatives inexistantes. Lorsque Viktor Orbán calcula qu'une rupture brutale des liens énergétiques plongerait la Hongrie dans le chaos économique, touchant des millions de ménages déjà écrasés par l'inflation, les responsables européens suggérèrent simplement qu'ils faisaient preuve de mauvaise volonté. Le fossé n'était pas seulement politique. Il séparait ceux qui élaborent des politiques dans des salles de conférences climatisées et ceux qui en subissent les conséquences dans la vie réelle. Le moment de vérité survint lorsque l'Ukraine commença à cibler les infrastructures mêmes qui permettent à l'Europe de l'Est de fonctionner. Le 18 août 2025, des drones ukrainiens frappèrent la station de pompage de Nikolskoïe dans la région russe de Tambov, interrompant immédiatement le flux de pétrole via l'oléoduc Druzhba. Pour la 3e fois en seulement 9 jours, la Hongrie et la Slovaquie se retrouvèrent privées de leur principale source d'énergie, non pas à cause d'une agression russe, mais à cause de leurs supposés alliés ukrainiens. L'ironie était aussi parfaite que douloureuse. Un pays qu'elles soutenaient à coups de milliards venait de frapper leurs artères économiques. Lorsque le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qualifia l'attaque de nouvelle atteinte à la sécurité énergétique de son pays, il ne faisait pas de l'exagération. Il énonçait un fait simple que Bruxelles semblait incapable de comprendre. Dans les coulisses des capitales européennes, un tout autre discours se tenait. Des documents internes ayant fuité du ministère allemand de l'économie révélèrent le véritable coût du régime de sanctions que les dirigeants défendaient publiquement. Les prix de l'énergie devaient encore augmenter de 25% d'ici 2026, même si toutes les sanctions fonctionnaient exactement comme prévu. Les industriels allemands avertissaient en privé que jusqu'à 300 000 emplois pourraient disparaître si les approvisionnements russes étaient totalement coupés.
L'industrie automobile bavaroise, les usines chimiques de Rhénanie et les aciéries de Rhénanie du Nord-Westphalie faisaient face à un avenir incertain dans un paysage énergétique post-russe qui existait davantage dans des présentations PowerPoint que dans la réalité économique. Les protestations commencèrent comme des murmures avant de devenir des rugissements résonnants dans les cœurs industriels de l'Europe. En Allemagne, plus de 50 000 personnes envahirent les rues de Leipzig, Berlin et Dresde, brandissant des pancartes proclamant « Du chauffage, pas des sanctions, et nous ne sommes pas des cobayes de Bruxelles ». Ces manifestations n'étaient pas organisées par des groupes marginaux ou des sympathisants russes. Elles rassemblaient des syndicalistes, des petits entrepreneurs et des familles ordinaires confrontées à des factures de chauffage qui avaient doublé en 2 ans. À Prague, 70 000 citoyens exigèrent la fin de sanctions qui détruisaient leur niveau de vie sans affaiblir la machine de guerre russe. La véritable tragédie de cette crise n'était pas seulement politique ou économique, elle était profondément humaine. Des millions d'Européens se retrouvèrent pris au piège entre des dirigeants promettant sécurité, valeur et unité à travers des sanctions toujours plus dures, et une réalité quotidienne faite de factures impayables, d'emplois menacés et d'un avenir devenu incertain. En Slovaquie, des ouvriers d'usines chimiques et sidérurgiques vivaient avec la peur constante de perdre leur travail si le pétrole russe cessait d'arriver. En Allemagne, des familles entières durent choisir entre se chauffer ou se nourrir, tandis que les coûts de l'énergie explosaient. En République tchèque, des retraités virent leurs économies fondre sous l'effet combiné de l'inflation et de politiques énergétiques sur lesquelles ils n'avaient pratiquement aucune prise démocratique. Le poids de la stratégie géopolitique européenne retombait de manière disproportionnée sur ceux qui avaient le moins de moyens pour l'assumer. À mesure que l'année 2025 touchait à sa fin, une question fondamentale s'imposait avec une brutalité croissante. Il ne s'agissait plus de savoir si les sanctions contre la Russie atteindraient leurs objectifs affichés. Les preuves suggéraient de plus en plus clairement qu'elles n'y parviendraient pas. Les revenus d'exportation russes restaient élevés. De nouveaux marchés avaient absorbé une grande partie des flux énergétiques détournés et l'appareil militaire russe continuait de fonctionner malgré 3 années de pression économique intense. La véritable interrogation était désormais de savoir si l'unité européenne pouvait survivre aux contradictions internes que ce régime de sanctions avait mises au grand jour. Viktor Orban et Robert Fico, souvent caricaturés comme des perturbateurs ou des populistes, avaient en réalité mis le doigt sur une vérité plus profonde que leurs détracteurs refusaient d'admettre. L'intégration européenne avait avancé beaucoup plus vite que l'identité européenne elle-même. Des institutions supranationales exigeaient une solidarité sans faille de peuples qui, dans les moments décisifs, restaient fondamentalement attachés à leurs intérêts nationaux, à leur sécurité économique et à leur stabilité sociale. La crise énergétique n'avait pas créé ces divisions, elle avait simplement révélé des lignes de fracture qui existaient depuis longtemps sous la surface policée du discours européen. Lorsque le choix se présenta entre des valeurs européennes abstraites et des besoins nationaux concrets, des millions de citoyens optèrent pour ce qui leur permettait de survivre ici et maintenant. La bataille décisive pour l'avenir de l'Europe ne se jouait ni dans les tranchées ukrainiennes, ni dans les marchés énergétiques mondiaux, mais dans les salons de familles hongroises, contraintes de limiter le chauffage, dans les conseils d'administration allemands calculant le coût réel de la conformité politique, et dans les isoloirs où les électeurs finiraient par juger si l'intégration européenne servait réellement leurs intérêts ou si elle imposait simplement les priorités d'autres puissances sur leur propre vie. Dans leur rébellion silencieuse contre le régime de sanctions de Bruxelles, la Hongrie et la Slovaquie avaient posé une question à laquelle les dirigeants européens semblaient incapables de répondre. Si l'unité doit être maintenue par la contrainte, la coercition financière et les arrangements de coulisses, peut-on encore parler d'unité ou s'agit-il d'une forme d'empire moderne dissimulé derrière le langage de la démocratie et des valeurs communes ? L'oléoduc Droujba, dont le nom signifie « amitié » en russe, autrefois symbole de coopération entre l'Est et l'Ouest, était devenu l'emblème d'une Europe divisée, dépendante et confrontée à des choix impossibles entre ambitions géopolitiques et réalités économiques.
De son avenir et de la capacité de l'Europe à résoudre les contradictions qu'il incarnait dépendaient non seulement les relations Est-Ouest, mais peut-être la viabilité même du projet européen.